Tokyo Radio. Penelope Bachir. Tokyo Radio. Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur Tokyo Radio. Nous sommes aujourd'hui avec notre invitée, Penelope Bachir. Bonjour. Bonjour Pénélope, tu vas bien ? Je vais super bien, merci. Et puis bien entendu, votre hôte habituel, Boris Pierre. Voilà, on n'a pas changé d'animateur. Pénélope, j'aimerais avoir des nouvelles de Chani Nouillette. Ma Chani Nouillette, je viens d'avoir une photo d'elle, elle va très bien. Elle va très bien ? À la maison, c'est mon chat. Ah, cool. Elle va très bien. Bon alors, Pénélope, tu vas nous parler de ton métier, qui est dessinatrice de BD. Mhm. Mais avant, j'aimerais qu'on parle d'une petite transverse que tu as fait dans la chanson. Dans la chanson ? Oui. I Can't Get Enough. Ah oui. Ah oui, mais tu me dis pas que t'as oublié. Si, mais je me disais, qu'est-ce que j'ai fait dans ma jeunesse ? Mais je n'étais pas si jeune. Donc Non, c'est non. bon. Oui, j'ai fait une chanson sur C'est tout récent. l'album de mon mari. Oui, Voilà, Wax. qui est musicien et qui a fait un album qui s'appelle Étincelle, dans lequel il demande à des gens de réinterpréter une chanson qui a été un déclic musical pour eux. Et on a repris tous les deux I Just Can't Get Enough de Depeche Mode, que j'adore. Et c'était un petit clin d'œil parce qu'il déteste Depeche Mode et que comme ça, j'ai réussi à lui faire jouer du Depeche Mode. J'étais très contente. Tu as anticipé ma question. Qui était Comment as-tu convaincu ton mari, Wax, de réinterpréter Dépêche Mode parce qu'il déteste Dépêche Mode ? L'amour, tout simplement. Ah, mais voilà, c'est l'amour qui fait l'amour. son travail. Voilà. Non, mais il convient de L'amour défonce les portes. Hein. C'est ça. Il a bien été obligé de convenir du fait que c'était une très bonne chanson. Donc une très belle version Merci. et un très bel album, je tenais à le dire. Ben, je lui dirai, il sera très, très fier. Comment est-ce que tu es venu à la BD ? Est-ce que tu étais prédestiné ? Alors, oui et non. J'étais prédestinée dans le sens où je dessinais et j'écrivais des histoires depuis que j'étais petite. Donc, il y avait une forme de filiation. Mais je n'en lisais pas du tout. Je ne lisais pas de bande dessinée, j'aime pas ça. Parce que j'avais pas les bonnes BD entre les mains, je pense. Donc, ça m'intéressait pas du tout. Moi, j'aimais les dessins animés. Et parce que j'aimais dessiner et raconter des histoires, je m'étais dit, plus tard, je ferais du dessin animé. Parce que ça me paraissait être la meilleure façon de dessiner et raconter des histoires. Et puis, en fait, assez intuitivement, depuis petite, je faisais de la bande dessinée aussi dans des cahiers. Et là, tu avais quel âge, à peu près ? 4 ans. Ah oui. Et j'en ai fait toujours. Et tu sais, tous les enfants aiment bien dessiner, mais il y a un âge critique vers 11 ans où les enfants arrêtent de dessiner. Tout simplement parce que d'autres choses prennent de la place dans leur vie et que les copains, faire plein de trucs, se mettent à aimer la musique, les sports, sortir, fumer des clopes parfois. Et que du coup, le dessin, bon, on le reconsidère toujours un peu comme un loisir de quand on était petit. Et puis, il y a des enfants qui continuent à dessiner à cet âge-là et qui n'arrêtent pas au collège, au lycée, qui dessinent. Voilà, en général, là, c'est qu'il y a quand même un peu une vocation, quoi. Et moi, c'était le cas. Voilà. T'as jamais rien lâché ? Bon, c'est pas que j'ai rien lâché, c'est que ça restait et c'est toujours mon activité préférée. Voilà. C'est toujours ce que je préfère faire au monde, quoi. Donc, après, mon immense chance, c'est d'en vivre. Mais c'est-à-dire que même si c'était pas mon métier, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est avoir du temps pour dessiner tout le temps. Donc, voilà. Et te souviens-tu de ton premier album de BD ? Celui, en fait, ton premier cachet. Ah oui, mais moi, j'ai gagné de l'argent en faisant de l'illustration avant de faire de la bande dessinée. D'accord. C'était ça mon premier métier. Enfin, il est proche, hein. Donc la différence, c'est que quand on fait de l'illustration, on illustre quelque chose d'existant, un article de presse, une couverture de roman, une campagne de pub. Et moi, c'était ça mon métier en sortant de mon école d'art, parce que c'est le métier le plus immédiat, intuitif quand on sait dessiner, c'est faire de l'illustration. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai trouvé du travail tout de suite. Donc j'ai commencé par faire de l'illustration. Et je crois que la première fois que j'ai été effectivement rémunérée pour faire un dessin, alors je te compte pas les trucs un peu à faire part pour un copain, un truc comme ça, mais la première fois que j'ai émis une facture, voilà, il faut bien... Oui, c'est ça, c'était la question. Ouais. C'était un truc énorme tout de suite. C'était une campagne d'affichage national pour le Crédit Agricole. Oh, bravo. Et j'ai fait leur affichage et je me souviens que moi je viens d'une famille de salariés, de gens qui font des métiers voilà.
et on gagne la même chose tous les mois et ça tombe tous les mois. Et donc, j'entrais dans le monde merveilleux du freelance en faisant de l'illustration. Et la première fois que j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné plein d'argent d'un coup. Enfin, plein. Ils auraient pu me payer plus rétrospectivement, mais par rapport à... j'étais étudiante jusque-là, donc... et je me souviens que j'avais la tête qui tourne en me disant « Mais c'est incroyable tout cet argent !» Parce que je n'avais pas compris qu'il était très probable que je n'ai plus de travail après pendant des mois, puisque c'est la magie d'être indépendante. Et du coup, je m'étais dit, oh là là, j'avais l'impression d'être Picsou qui peut plonger dans son coffre rempli de pièces, quoi. Et mon agent, que j'avais à l'époque, m'avait dit, alors, attention, c'est de l'argent, mais il va falloir que tu vives avec cet argent, peut-être pendant vraiment très très longtemps. Gère tes stocks et t'enflamme pas. C'est-à-dire que, voilà. Mais je me disais, non mais c'est incroyable, il y a une blague, on m'a payé pour dessiner. Mais c'est pas possible, les gens ne se rendent pas compte à quel point ça m'a demandé aucun effort. C'est-à-dire que c'est comme si on me payait pour... Ouais, c'était cadeau, pour jouer au Scrabble, quoi. Je me disais, mais c'est... Enfin, c'est un très, très mauvais exemple parce que j'aime pas le Scrabble, mais qu'on me payait pour faire un truc que j'aime faire. Et je me disais, mais surtout, c'est pas dur. Il y avait des défis, il y a des contraintes, parce qu'on m'a dit, voilà, il faut dessiner tel truc, il faut que... Est-ce que tu peux nous faire le bras plus comme ci, les cheveux plus comme ça? Mais bon, c'est du peanuts. Et du coup, je me disais, waouh, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, je suis payée pour dessiner, en fait. Et n'ayant pas du tout été entourée de gens qui faisaient des métiers passion, comme on dit, même si cette expression m'horripile, il y avait un truc un peu... ok, il y a un moment, on va venir toquer à ma porte et me dire, c'était une blague, tu rends l'argent et tu vas bosser. Et jusqu'ici, j'avais fait plein de métiers, des petits boulots, on va dire. Tu veux dire que tu ne t'es pas senti légitime? Alors, je pense que j'ai un ego qui fait que je me suis sentie légitime très vite, où je me suis dit, bah, c'est vrai que mes dessins, ils sont beaux. Donc, parce qu'il y a ce paradoxe aussi, c'est que, sans rentrer trop dans la grande psychologie de ma famille, mais moi, j'ai été élevée par une mère qui m'a dit depuis que j'étais toute petite que si c'était vraiment ce que je voulais faire, c'était sûr que ça allait marcher. Génial. Il n'y avait aucune raison que ça marche pas. Si je travaillais comme une malade, puisque c'était ma passion, ça allait marcher. Donc, je me suis pas dit... oh là là, personne ne voudra jamais me faire travailler. Je me disais, pas, je suis une superstar, mais je me disais, j'ai pas moins de raison qu'une autre d'y arriver. Et t'avais pas cette pression de te dire, va falloir que j'en parle à la famille, La famille m'en a parlé avant même que moi je comprenne, donc ouais. Oui, ça c'était pas un sujet, et je remercie énormément ma mère pour ça, mais à la fois j'avais aussi connu que des gens pour qui le travail était besogneux et pénible et une tâche. Je ne connaissais personne qui me disait j'ai tellement hâte de faire mon travail que j'aime. Ça je n'ai pas connu non plus, donc il y a un peu cet antagonisme qui était que ma mère me disait d'une part, elle m'a dit une phrase qui est très utile et que je propage aux jeunes gens que je connais, choisis vraiment très très bien ton travail parce que tu vas le faire beaucoup. Voilà. Et que se dire, parce que moi mon ambition était de me dire, je vais faire un métier qui me laissera du temps pour dessiner. Et ma mère m'a dit, erreur. Essaye plutôt de pouvoir faire du dessin ton métier parce que tu crois qu'un métier c'est quelques heures par jour. Moi qui suis de l'autre côté parce que je suis une adulte, je peux te dire que ton métier va vraiment prendre beaucoup 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 de place dans ta vie et que si tu ne l'aimes pas, et que tu attends les moments où tu travailles pas comme un refuge, la vie va être très très dure. C'est-à-dire que c'est vraiment mieux si tu as le privilège, parce que c'est un privilège immense et que très peu de gens ont cette chance, donc j'en ai vraiment conscience, mais avoir la chance de faire un métier qu'on aime, au-delà de la phrase qui est jolie, en fait c'est surtout que la vie est quand même bien plus agréable quand 10 heures par jour on fait un truc qu'on ne déteste pas. Donc voilà, elle m'avait quand même vraiment poussée dans cette voie aussi en me disant, si vraiment c'est quelque chose que t'aimes, au point d'arriver à le faire 10 heures par jour sans en avoir marre, ce qui est quand même un très bon test, alors ce serait génial que ce soit ton métier. Et c'est vrai qu'à part dormir, il n'y a pas grand-chose que je peux faire 10 heures par jour sans en avoir marre, à part dessiner. Donc, c'est un très beau conseil pour les jeunes qui nous écoutent et qui sont truc que vous aimez faire 10 heures par jour. En recherche d'orientation, voilà. Carrément. Ouais. Après, bien sûr, c'est pas si simple, il suffit pas de dire je veux le faire pour que ça marche. Je crois pas du tout au quand on veut, on peut. Oui. Pas du tout. Mais si ça marche, quelle chance. Alors, combien de temps tu as travaillé sur ces illustrations avant de passer à la BD? En même temps que je faisais de l'illustration, un magazine pour lequel je travaillais comme illustratrice, j'illustrais les pages sport et l'horoscope, m'a proposé de faire la hebdomadairement la page de BD qui est à la fin du magazine, qui était une petite BD qu'on retrouvait. On peut citer le magazine? Oui, c'est Femina, supplément Femina. Génial. Qui m'avait dit ça serait cool, parce que je leur faisais toujours des illustrations où il y avait un peu une petite blague dedans.
Je pense que j'avais envie que ça dépasse l'illustration, sans me le dire. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il y avait des petits dialogues dans mes dessins, etc. Et donc, elles se sont dit, non, mais en fait, elle a trop envie de faire de la BD, cette fille, c'est sûr. Et donc, comme ça se terminait, leur BD qu'ils avaient jusqu'ici, avec la personne qui le faisait, ils m'ont dit, est-ce que tu veux reprendre le flambeau et créer une BD qu'on retrouverait toutes les semaines avec un personnage qu'on retrouverait toutes les semaines? Et donc, ma première réponse a été non, parce que je me suis dit que j'étais pas capable, évidemment. Mais j'ai dit non, merci, je pense que je sais pas faire ça, je sais pas écrire une BD. Et j'ai dit, ou alors, il faudrait me trouver quelqu'un qui écrive à ma place. Et moi, je dessine parce que je pense que je suis pas capable. Et très habilement, la directrice artistique m'a dit, on n'a pas le temps de trouver quelqu'un, mais commence toute seule. Et puis, au fur et à mesure, si on voit que tu n'y arrives pas, on trouvera quelqu'un. Donc elle t'a convaincu. Elle m'a convaincue. Et t'as commencé. Et j'ai commencé, et évidemment, j'ai adoré le faire. Et c'était extrêmement maladroit et pas génial au début, il faut bien Et le t'as dire. galéré au début sur les textes? Non, Ou pas. finalement c'est Non, venu, j'avais l'impression que c'était plutôt facile, mais quand je le relis, je peux te dire que c'était quand même pas non plus la folie. Mais j'apprenais sur le tas, en fait. J'ai appris en le faisant. Et en tout cas, une chose qui était sûre, c'est que je me suis rendu compte que j'adorais le faire. Et ce personnage, tu l'avais déjà en tête avant de commencer? Pas du tout. Et je l'ai pris comme un brief d'illustration, c'est-à-dire, je me suis dit, OK, il faut que je lui trouve un physique reconnaissable, il va lui arriver des petites histoires. Et au début, vraiment, c'était tous les marronniers de... c'est décembre, donc je me dis, bon, alors c'est son Noël. Enfin, OK, maintenant c'est... tu vois, bon, j'ai appris Une histoire par semaine, une c'est histoire par chaud, semaine. hein? Alors, en termes de discipline de travail, c'est pas mal. Ça m'a mis un truc. Je pense que j'ai jamais autant bossé. En tout cas, c'est sûr, c'est que je bosse plus autant maintenant. Et ouais, une par semaine. Qu'il vente ou qu'il neige, il fallait livrer toutes les semaines. Et ça m'a donné un bon rythme. Oui, c'était imposé une rigueur. Et puis surtout, ça a totalement tordu le cou à la mythologie de j'attends l'inspiration. C'est qu'en fait, quand tu dis, ben non, c'est un métier en fait. Donc, que j'ai de l'inspiration ou pas, l'artiste. va falloir y aller, quoi. Oui, ouais. C'est ce que te disent tous les gens qui écrivent, en fait, que c'est un peu, il y a un côté un peu mercenaire de l'écriture, quoi. Que ça se muscle, en fait, l'inspiration. Donc comment tu as fait? Tu t'es installé des rituels de travail, des horaires? De toute façon, moi, j'ai une façon de travailler hyper horaire de bureau. Je pense que j'ai une terrible absence de vie de bureau que je n'ai jamais eue, qui fait que j'aime bien... Mais comment tu peux dire ça? Bah, quand tu l'as pas connu, tu vois, te dire, cette nostalgie de trucs que j'ai pas connus, genre la machine à café, tout ça. Donc, de toute façon, j'ai toujours bossé, j'ai fait le prolongement des études, c'est-à-dire j'ai continué à travailler de 9h du mat à... Et au bout d'un moment, ça devient ton habitude qui fait que tu peux plus en sortir. Et si je travaille pas le matin, j'arrive pas à travailler. Si j'ai pas un lieu dédié au travail, voilà, le cadre m'aide. C'est pas du tout un atelier de bric et de broc avec où je travaille la nuit, mais alors pas du tout. Moi, j'ai un bureau. Tu pourrais croire que c'est le bureau de quelqu'un qui fait de la compta, quoi. Vraiment, c'est très. Donc ta vie est bien réglée. Enfin, à l'époque. En tout cas. Ben, ça cadre le chaos quand même. Je trouve que dans un métier artistique où tu es tellement dépendante de tes idées, ta création, s'il n'y a pas un cadre quelque part, ça commence à faire beaucoup de chaos, quoi. Donc, il y a autant de façons de faire que de personnalités. Pourquoi tu dis Alors, c'est une très belle expression, le cadre dans le chaos, mais pourquoi le chaos? Parce que la création, c'est chaotique, en fait. Malheureusement, il y a des jours où tu es très mauvais. Donc, il faut l'accepter. Il faut se dire, c'est donc ce genre de jour. Tout ce que je dessine, c'est de la merde. Et ben, du coup, à demain. Voilà. Ça, c'est accepter les jours mauvais et savoir que c'est cyclique et qu'un jour où tu es nul ne veut pas dire, ce qui est souvent ce qu'on se dit, ça y est, je suis devenue définitivement nulle et j'arriverai plus jamais à rien faire. Mais connaître les vagues et dire, ah oui, d'accord, on est dans une phase où je dessine mal, mes idées sont pourries, je relis ce que j'ai fait hier et je me dis que c'est merdique, ce qui m'arrive quand même. Là, tu en parles comme une évidence, mais j'imagine qu'à ce moment-là... C'est une évidence au bout de 20 ans. Hein. Oui, voilà. C'est ça, ouais. Bien sûr, oui, au début, tu te dis juste, c'est fini, je n'ai plus aucune idée. Et après, tu te dis... ça va, ça vient. Il faut vraiment profiter de ce temps où on est mauvais pour faire d'autres trucs. C'est pas grave. On a sûrement justement de la compta en retard, une machine à étendre et voilà. Et puis demain, peut-être que je serai meilleure, quoi. Et aussi, et ça c'est plus technique, mais quand on est une femme qui crée, on est très très sujet aussi à sa biologie dans la créativité. Et donc apprendre à se dire, d'accord, tout est nul parce que cette semaine tout est nul. Voilà. Et c'est vraiment tout à fait normal. Et ça, il m'a fallu aussi du temps pour accepter ça, qu'il y a des phases... Ça, tu le découvres aussi. Hein. Ah ouais, vraiment, il y a la semaine du mois où toutes mes idées, c'est de l'or. Et il y a la semaine du mois où tout est nul et en plus, ça me donne envie de pleurer, quoi. Donc, il existe un lien. Voilà. C'est bien connaître ça, c'est pas mal aussi. Donc, tu t'es découvert en même temps. Exactement.
Quel était ce personnage pour Femina que tu as créé? Joséphine, dont j'ai fait 3 albums en BD et qui ensuite a été adapté en film 2 fois. Joséphine, bien sûr. Voilà. Une commande. Mais... Est-ce que je peux me permettre de dire qu'elle est plus célèbre que toi? C'est cool. En tout cas, si ça est devenu des films, c'est génial. Moi, je suis contente. Il y a beaucoup d'humour dans dans les traits, dans les intentions, dans les mots. Il y a beaucoup d'humour. Ça te vient d'où, cet humour? Un psy te dirait que c'est un truc d'enfant divorcé. Mais... écoute, je sais pas, non, c'est pas une volonté de se dire je vais mettre des gags, mais c'est de raconter la vie d'une personne qui vit une vie moyenne, on se doute qu'elle a des moments plutôt marrants. J'ai plutôt l'impression que c'est très naturel. Alors, oui, dans le sens, je vais pas te dire, et pourtant, je déteste rire, donc oui, je préfère quand c'est rigolo. Mais il y a aussi un truc un peu... il y a une forme d'enfermement dans l'obligation d'être drôle en BD, dont j'ai réussi à me défaire avec le temps, qui était que, en fait, c'est un super passe-droit de faire de l'humour parce que tout le monde aime bien rigoler, clairement. On aime plus rigoler que se faire cueillir sur des sujets pas faciles, etc. Donc la BD rigolote, elle est vraiment... c'est celle qui montre pas de blanche absolument. Tout le monde aime bien rigoler, tout le monde aime bien avoir des trucs marrants. Et c'est vrai que c'est plus facile de dire je fais de la BD, tu vas voir, tu vas bien rigoler, que de dire je fais de la BD et je te préviens, ça va te faire chier, tu vois. Donc il y a presque une obligation d'être marrante qui fait qu'il peut t'arriver en tant qu'auteur ou autrice de BD de tordre ton propos pour te dire il faut quand même que ce soit rigolo, sinon les gens vont pas adhérer. Et c'est une forme d'enfermement et c'est difficile au bout d'un moment de faire un peu une mue et de se dire je fais une BD, mais je vous préviens, a priori, il n'y a rien qui va vous faire rigoler dedans, quoi. C'était pas ce que j'avais envie de dire. J'ai des choses à dire qui sont pas que drôles. Et ça, il m'a fallu des années un peu pour m'autoriser ça et me dire, voilà. Ce qui, du coup, de l'extérieur, a été vu comme un revirement. Genre, alors, elle fait plus des blagues. Je dis, mais moi, j'aurais adoré dès le début pas faire que des blagues, mais c'est tellement plus vendeur, en fait, les blagues. Et puis, je sais pas comment dire, mais c'est beaucoup plus facile de faire rire les gens. Faire rire les gens, c'est très très dur. Quel est ton avis sur quand on dit on peut rire de tout, on ne peut pas rire de tout? En BD, est-ce qu'on peut rire de tout? Alors moi, dans l'absolu... Ou est-ce qu'on peut tout s'autoriser en tant que déjà, de base, en BD ou partout, je suis tout à fait contre cette phrase, on peut rire de tout. Non, en fait, déjà, je trouve qu'il y a une bonne ligne à pas franchir, c'est de l'humour qui nuit à des gens, pour moi, c'est non. Voilà. En revanche, il y a un vrai génie à être drôle en nuisant à personne. C'est pas donné à tout le monde de réussir à faire cet humour-là. C'est donné à beaucoup de gens de faire de l'humour qui nuit aux gens, ça on le voit bien. Mais tirer son épingle du jeu et rire, soit de rire des puissants, ce qui pour moi est vraiment le dessus du panier de l'humour, mais l'humour oppressif, comme on dit, je suis pas très cliente, donc non, je trouve pas qu'on peut rire de tout. Et je trouve que souvent, c'est un peu le gilet de sauvetage des gens pas marrants de dire ça. De dire... pour moi, le raccourci, on arrive très très vite à on peut plus rien dire, quoi. Tu vois, c'est l'étape d'après, et ça, je t'avoue que je ne suis pas très cliente. Est-ce que tu réfléchis en tant qu'indépendante en termes de carrière? Oui. Pas dans le sens où est-ce que je me vois dans 3 ans, quels sont mes objectifs, tout ça. Je suis pas très Startup Nation, mais en me disant mon temps n'est pas illimité. Une BD, c'est très très long à faire. Donc, attention à mes choix. C'est plus ça. C'est que, par exemple, mon enthousiasme peut me pousser à accepter des choses que j'ai semi-envie de faire et où je me dis, à tort, oui, mais je vais le faire vite. Et puis, ça va aller, en fait, ça va être rapide et tout ça. C'est faux. Je ne peux pas travailler vite, maintenant, je me connais. Et donc, me dire, tu dis oui pour un truc qui va te cramer 2 ans. Donc, est-ce que vraiment tu as très envie de le faire? Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que je pense à ma carrière, c'est que je me dis, en fait, je sais pas à quel âge je vais mourir, mais je pense qu'il me reste peut-être, non, je sais pas, 20 livres à faire. C'est terrible de penser comme ça. Il me reste un nombre défini de livres que je vais avoir le temps de faire dans ma vie. Voilà. J'ai pas envie de me dire je dois boucler le tome 8 d'un truc qui me fait chier parce que voilà. Et je pense, et ça j'en suis sûre, parce qu'il y a un aspect économique hyper important aussi dans les métiers créatifs. Il faut malheureusement, on ne peut pas vivre que de sourires et d'encouragement. Je fais des meilleurs livres qui marchent mieux commercialement
quand je fais exactement le livre que j'ai envie de faire. Ça, je l'ai vraiment observé. Ça marche mieux parce que je le fais avec plus d'enthousiasme et du coup, je fais des choses de meilleure qualité. Et quand je me dis, ouais, mais est-ce que ça va parler à assez de gens? Je devrais peut-être plutôt faire comme ci, comme ça. Je fais des trucs moins bien. Je l'ai observé et je l'ai observé sur mes relevés de nombre de livres vendus. Donc maintenant, j'en suis sûre, ma boussole, c'est est-ce que j'ai envie de le faire exactement comme je veux? Ma chance, c'est que les succès commerciaux du passé font que les gens qui me laissent faire mes livres, mes éditeurs par exemple, font confiance à ça aussi. C'est que s'ils me disent t'es sûr? Et je dis ouais, vraiment j'y crois. Ils disent bon bah vas-y. Après aussi parce que l'impact pour eux est quand même voilà, ils produisent pas quelque chose qui peut les mettre sur la paille si ça rate. C'est l'avantage de la bande dessinée par rapport au cinéma. Un four en cinéma, vraiment c'est très embêtant pour tout le monde. Un four en BD, bon, je vais pas ruiner mon éditeur avec l'impression de livre, quoi. Donc l'enjeu est moyen. Mais un exemple, j'ai fait une BD qui s'appelle Culottée. Quand j'ai voulu la faire, mon éditeur, que j'adore par ailleurs, m'a dit ok, d'accord, mais du coup, ce serait que des portraits de femmes. Et peut-être que tu devrais aussi. Je lui dis vraiment non, je pense que ça va être super comme ça. Parce que moi, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Et ben, je pense que j'ai bien fait. Parce que si j'avais mis de l'eau dans mon vin, je pense que ce serait quelque chose de moins cohérent. J'adore converser avec Pénélope parce qu'en fait, elle anticipe toutes mes questions. Parce que puis elle est extrêmement bavarde, alors tu mets une pièce dans la machine et ça déroule pendant 2 heures. Voilà. Je vais quand même la poser aussi. Est-on totalement libre quand on est dessinateur ou est-ce qu'on doit quand même répondre à des attentes d'éditeurs? Tu as déjà partiellement répondu. Oui, quand même un peu. Sinon, je m'auto-éditerais. Mais ma chance, et c'est une belle rencontre, et c'est beaucoup de chance, c'est que j'ai un éditeur qui a les mêmes attentes que moi. Ça pourrait ne pas être le cas. Je pourrais être avec quelqu'un qui... Mais je vais dire une chose qu'il m'a dit qu'une fois et où je me suis dit, je suis quand même vraiment bien entourée. Il y avait un moment où j'étais à un petit carrefour, où j'avais le choix entre commencer un des 3 projets que je devais faire. Il y en avait un qui était vraiment un succès commercial garanti. Un qui était une collaboration avec quelqu'un qui m'assurait aussi quand même que ça marche très bien. Et un qui était un truc perso que je voulais faire au crayon à papier, qui allait me prendre des plombs, mais je savais pas par où le prendre. Et je savais pas par où commencer entre les 3. Et c'est lui qui m'a dit, bah, il faut que tu commences par le casse-gueule au crayon à papier. C'est mon éditeur, c'est celui qui va gagner de l'argent avec ça. Il m'a dit, bah, c'est sûr qu'il faut que tu commences par ça, en fait. Et je me souviens qu'il m'a dit ça. Et que je m'étais dit, ok, je suis quand même bien entourée. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Et ce qui fait que maintenant, je lui fais confiance parce que c'est des métiers très solitaires, quand même, ces métiers-là, mais où tu as un entourage qui est le même très longtemps, ton éditeur, ton agent, etc. Et du coup, te sentir vraiment en confiance et te dire, ces gens roulent vraiment pour moi, je pense que c'est essentiel. Donc ça, j'ai cette chance. Et dans ton travail, tu gères tout? Dessin, couleur, texte? Couleur, pas toujours. En ce moment, par exemple, je suis en train de finir ma BD en catastrophe, parce que je dois l'avoir terminée pour fin juin, et que j'ai pas du tout fini. J'ai fait appel à une coloriste que je connais très bien, avec qui on travaille souvent ensemble. Avec qui on travaille souvent, pas ensemble. Pour qu'elle m'aide, parce que sinon je vais avoir fini dans 2 ans. Et on travaille ensemble, ouais. Alors, dans le monde de la BD, quelle est la position de la femme? Entre parenthèses, par rapport aux hommes. Est-ce difficile? Est-ce que tu as eu des difficultés de te faire une place parce que t'es une femme, pardon, ou non, il s'est rien passé de particulier? Bah oui, c'est très difficile. Ça, je pense que bon. C'est plus difficile. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr et c'est documenté même. Donc t'es tombé sur comment ça se présente, par exemple? Ça se présente par le fait que ça change. Ça va dans le bon sens et ça a beaucoup changé ces 15 dernières années, mais c'est toujours pas idéal. Mais c'est vraiment la bande dessinée, c'est un milieu de vieux petits garçons, voilà, qui sont entre eux et qui font des histoires et des aventures qui sont leurs rêves de quand ils étaient petits. Et on n'a pas très envie de laisser les filles rentrer dans la chambre, quoi. Parce que quand les filles elles sont là, c'est nul. C'est quand même un peu ça la mentalité. Et quand les femmes arrivent en disant je vais raconter mes histoires à moi, et donc, désolé, mais malheureusement, ça risque d'être des histoires de femmes. Et ça, c'était avant que tu trouves un éditeur qui te suive, qui te fasse confiance? Non, j'ai pas eu du tout de mal à trouver. J'ai pas du tout galéré.
Voilà, je vais évacuer tout de suite cette question-là. J'ai pas du tout galéré dans la bande dessinée. Je peux pas dire que des portes étaient fermées. D'accord. Pas du tout. Moi, j'ai vraiment eu le passage Blanche-Neige le matin avec des oiseaux qui lui apportent sa robe de chambre. Ça, D'accord. vraiment. Donc tu parles de façon plus générale dans le monde de la BD. Voilà, plus général. Mon exemple n'est pas le bon. Mais moi, par exemple, j'ai dû essuyer vraiment beaucoup de misogynie dans la façon dont a été reçu mon travail les premières années où je travaillais, qui était que j'avais un lectorat qui était féminin et que rien que pour ça, mon travail était dénigré. C'est-à-dire que je faisais de la BD de filles. Et que c'était d'ailleurs, soit c'était vu comme de l'opportunisme éditorial, pour ceux qui me créditaient le plus d'intelligence, on va dire. C'était que j'étais quand même une maligne. J'avais trouvé un créneau. Ok, mon créneau est la moitié de l'humanité, mais certes, ok, c'est un créneau. Ouais, comme si tu étais une experte en marketing. Que je m'étais dit, je vais bien les berner, je vais mettre du rose et des cœurs, et comme ça, les filles vont acheter. Là, d'ailleurs, je trouve qu'ils ont aussi t'apportent beaucoup de crédit intellectuel au lectorat féminin, et bon, bref. Donc ça, c'était pour ceux qui me voyaient le plus maligne, et pour les autres, j'étais juste concon, et donc je m'adressais à des concons comme moi. Voilà. Mais le fait de se dire, malgré le fait que le personnage principal soit féminin, et que ce soit autobiographique, ce qui existe dans 100% de la bande dessinée, l'autobiographie, c'était nul et risible parce que j'étais une femme. On ne pourrait plus le dire comme ça maintenant, parce que maintenant on met un mot là-dessus, c'est la misogynie, mais j'en ai vraiment, vraiment fait les frais, et je suis pas du tout la seule. Les autrices de bande dessinée, il y a 15 ans, c'est très éloquent de voir la façon dont on parlait de notre travail, même quand tu lis la presse. C'est que vraiment, c'était la sous-catégorie des débiles. C'est terrible. Et jamais, au grand jamais, un lecteur homme ne pourrait se projeter là-dedans. Là, on se heurte à un autre problème dans la création qui est le masculin neutre, qui est de se dire si une histoire a un personnage masculin, ça parle à tout le monde. Si l'histoire a un personnage féminin, ça s'adresse aux femmes. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et l'autobiographie féminine, vraiment beaucoup, beaucoup traîné dans la boue pendant très longtemps. Et une jeune génération d'autrices, vraiment, qui est arrivée après, et même celle d'encore après, les jeunes autrices de maintenant, s'en fichent complètement et font de l'extraordinaire bande dessinée avec un socle autobiographique ou pas, en s'en foutant complètement de savoir ce qu'on va dire d'elles. Et elles font un travail formidable. Mais c'était moins le cas il y a 15-20 ans, et je n'imagine même pas le traitement qui était fait aux femmes autrices de bande dessinée il y a 40 ans. Mais on a des archives qui nous montrent, et c'est quand même pas Jojo, comme on disait tout à l'heure. Et quand tu dis j'en ai fait les frais, ou elles en ont fait les frais, c'est quoi? C'est vis-à-vis des médias? Alors, un peu les médias, un peu le métier. Vous passez moins sous les radars par rapport aux médias, quoi. Soit sous les radars, soit au-dessus des radars, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire une curiosité exotique un peu, ou un phénomène de société. Mais il a fallu vraiment très, 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 très longtemps pour que, par exemple, dans les interviews, sur mes livres, on s'intéresse à ce qu'il y a dans mes livres. Voilà, j'ai fait, tu peux pas savoir le nombre d'interviews que j'ai faites sur, d'ailleurs, ironiquement, sur c'est comment d'être une femme dans la BD. Et je me disais, c'est marrant, mes collègues masculins, on leur dit, et alors du coup, dans votre histoire, il y a un truc qui m'a intéressé, comment vous construisez tel truc? Et moi, vraiment, il a fallu tellement longtemps avant qu'on ait la moindre curiosité pour mon travail, et pas juste pour les filles dans la BD, même pas les femmes, c'est les filles. Bon, c'était très long. Ce qui a été vraiment une aide précieuse, c'est le fait de se fédérer avec les autres créatrices de bande dessinée. On a un collectif qui s'appelle le collectif des créatrices de bande dessinée. D'accord. Voilà, un nom qui vaut ce qu'il vaut. Et se fédérer, se dire « Ah, mais d'accord, mais donc toi aussi, c'est systématiquement comme ça pour toi, etc. » Et parler d'une seule voix, qui a donc plus de poids que plein de petites voix, et notamment avoir des exigences par rapport aux institutions. C'est-à-dire que tu peux pas imposer la parité artistique, ça marche pas, et c'est bête d'ailleurs, mais tu peux imposer la parité institutionnelle et demander que dans les comités de sélection, il y ait la parité, par exemple. Ça change tout. Que dans les sélections pour les prix, pour les jurys, une moitié de femmes. Ça change tout. Voilà. Et ça, on l'a obtenu en s'y mettant à plusieurs. Le collectif a vaincu. Donc à Angoulême, maintenant, Angoulême, il y a la parité. Il y a la parité Et d'ailleurs, depuis que c'est le cas, les palmarès ont totalement changé. Tout d'un coup, on a eu les grands prix femmes, alors qu'avant, je cite, il n'y en avait pas. Et puis dans les albums récompensés, dans les prix des jeunes talents, enfin tout d'un coup, on découvre, parce que souvent les femmes, elles existent, mais elles sont invisibilisées. Et là, tout d'un coup, on découvre qu'elles existent. Donc il y a un rattrapage à faire qui est immense. Donc ça, c'est en ça que je te dis que quand même, ça prend la bonne direction, mais que c'est très lent et que ça se heurte à beaucoup, beaucoup de... Et que ça reste un combat du quotidien encore. Oui, et puis ça se sent aussi sur les rémunérations, malgré tout.
Et puis aux autres échelons du monde de la bande dessinée, chez les éditeurs, journalistes, critiques, tu vois, ça se féminise difficilement. Chez les éditeurs, c'est faux, il y a beaucoup d'éditrices BD maintenant, mais c'est lent. Et les libraires? Les libraires, c'est beaucoup de femmes, ça c'est vrai. Et elles font le travail du terrain absolument indispensable, de mettre dans les mains des gens en essayant d'aller un peu contre leurs réticences, des choses. De toute façon, les libraires, c'est la base de tout. On les adore. Ils ont un rôle comment dire, j'allais dire d'enseignement. Le mot me manque. Pédagogie. De pédagogie, Ouais. merci. Bien sûr, oui. Oui, c'est pour ça qu'on les aime beaucoup. Ouais. Changeons de sujet. Quel est le personnage que tu n'as pas créé et que tu rêverais de créer? S'il y en a un. Oui. Bah, moi, j'aime bien faire des personnages qui suivent un peu ma vie à moi, parce que j'aime bien parler de choses que je connais. Et donc, j'ai assez hâte de dessiner des femmes qui vont vieillir avec moi. C'est un peu un angle mort de la fiction, de toute façon, les femmes qui vieillissent, puisqu'à partir de 50 ans, il faut qu'elles disparaissent. Mais je pense qu'elles ont... Là, par exemple, j'ai l'histoire que je suis en train de terminer. Je me suis pas du tout posé la question, mais intuitivement, ça me plaisait de raconter l'histoire d'une femme qui est moins dans des considérations de ses 30 ans, ses 35 ans, qui a des préoccupations et un physique qui vont avec. Et une des petites excitations que j'ai d'avance, c'est que je sais que je vais parler à des femmes, parce que mon lectorat me suit, il est très fidèle, et que je vais parler à des femmes qui vieillissent avec moi aussi, qui n'ont pas forcément mon âge, mais... Et j'aime bien se dire qu'on est un peu ensemble là-dedans, et qu'il me reste plein de personnages à créer par la suite, qui vont continuer à être dans une réalité que je connais. Ça, par exemple, j'arriverais plus du tout aujourd'hui à écrire une histoire, ou alors il faudrait que je le fasse avec un angle très particulier, mais une héroïne très jeune, maintenant. Il faudrait que ce soit parce que je m'appuie sur un souvenir précis de quelque chose que j'ai envie de raconter. Ça te parle moins, quoi. Mais c'est pas que ça me parle moins, mais j'ai hyper faim de plein d'histoires qui sont plus dans ma réalité. Et il y a plein d'histoires à raconter. Donc je te dirais que le personnage que j'ai hâte de créer, c'est mes personnages qui vont vieillir. Ça, j'ai assez hâte. Est-ce que tu prends en compte les retours, les témoignages de tes lecteurs, lectrices? Ouais, bien sûr. J'aimerais te dire que je m'en fous, mais pas du tout. Une mauvaise critique me fout par terre pour la journée. Mais mes lecteurs et mes lectrices, appelons-les mes lectrices, parce que vraiment, là, vu la statistique, je pense qu'on peut dire que le féminin l'emporte. Comment tu fais pour avoir des stats, hein? Je les vois, mes lectrices, en fait, en dédicace, je les vois... sur les salons. Voilà. J'ai aussi bêtement mes statistiques Instagram, qui vraiment ne mentent pas, hein, pour le coup. Et puis parce que je les connais, en fait, à force. Tu vois, j'avais un blog il y a très très longtemps. T'as plus de 200 000 followers sur Insta? Tout à fait. Ouais. Donc je vois mes stats. Ouais. Ça parle. Mes lectrices, il y en a qui me suivent depuis qu'elles étaient lycéennes ou étudiantes quand moi j'étais étudiante. On vraiment we go way back, comme on dit. Et ça fait que, je sais pas, il y a un truc entre nous aussi. Elles sont super, quoi. C'est que je les connais pas individuellement, mais j'y pense, mais plus avec une joie. Tu vois, par exemple, encore une fois, cette BD que je suis en train de faire, j'ai hâte que les gens avec qui on partage plein de choses la lisent, et je sais qu'il y a des choses qui vont leur faire plaisir. On a plus ce truc-là, et le seul moment où, tu vois, quand tu fais du théâtre vivant, t'es face aux gens pour qui tu travailles, et donc t'as leur réaction tout de suite. Mais il y a une frustration quand tu fais un livre, c'est que tu donnes du théâtre, par exemple. Voilà. Et à la toute fin, tu le donnes à des gens, mais en plus tu les vois pas être en train de le lire, ils le lisent pas sous tes yeux, donc t'espères que ça leur plaît, et tu sais pas, en fait. Tu le sais que dans les moments où tu peux les rencontrer en vrai et qu'ils te disent j'ai adoré, et tu fais c'est vrai, merci. Voilà. Donc j'ai plein de questions là. J'ai plein de questions qui arrivent là. Tu parles d'émotions de retour immédiat, et j'ai un flash par rapport aux Folies Bergères, ouais, où il y avait une émotion incroyable. c'est vrai. Alors je l'étais pas, malheureusement, j'aurais adoré. Mais bon, Oui, sur ce que tu as montré sur ton compte Insta, il y a une émotion de dingue. oui. Ça te manque pas, en fait? D'être sur scène ? Oui. Bah, ça peut pas me manquer parce que c'est pas de là que je viens, mais pour situer, donc c'est un concert collectif qu'a fait Wax, qui est musicien, mais donc qui est mon mari, et sur lequel je suis montée sur scène pour chanter avec lui. Et c'était, je me suis dit, ah, c'est pour ça qu'il aime tellement le faire. Je comprends, en fait. Et cette ambiance un peu colo de vacances,
avec tous les artistes qui étaient là pendant 2 jours, et où on est avant ça dans les coulisses en train de faire limite des batailles de pattes, et où il se passe un truc tellement intense sur scène avec ce public qui reçoit ça, et où moi j'ai fait une soirée où c'était 2 soirs, j'ai fait une soirée où j'étais dans le public et je n'ai fait que regarder les gens et les voir eux réagir. Et puis le lendemain, j'étais plus dans mon truc à moi, j'étais sur scène et puis voilà. Mais en fait, je me disais, ça a l'air génial de se dire... Moi, je savais ce qui arrivait, par exemple, je savais les surprises qu'il allait y avoir, donc je guettais la tête des gens. Et vraiment, c'était ça le spectacle, c'était voir les gens. Et je me disais, ah ouais, il y a un truc que font les gens qui sont sur scène, c'est que il y a une immédiateté dans l'émotion qui provoque chez les gens. On aime faire la même chose, c'est-à-dire on aime émouvoir les gens. C'est vraiment c'est une drogue. Mais eux, ils l'accueillent tout de suite, ils le voient, ils le goûtent, ça a l'air super. Donc, et puis ça crée une complicité entre l'artiste et le public, là, immédiate. Oui, j'ai compris cet amour qu'ils ont. Je comprends que... Il y a à peine une estrade, là, en fait. Oui, c'est ça. Et j'imagine ce que ça doit avoir d'addictif quand je sais pas, des comédiens de théâtre, par exemple, qui font ça depuis 60 ans. Ça doit tellement leur manquer quand ils y vont pas, parce que ça fait partie de leur vie, je pense, l'amour des gens comme ça. Voilà. Mais moi, j'ai adoré le faire et j'ai découvert, c'était pas une découverte, je m'en doutais, mais tout le monde était très étonné, je n'avais pas le trac. Donc je me disais, ça va, t'as pas trop le trac? Je dis, mais pas du tout. J'arrive pas à me dire que ça va être grave, que c'est... Encore une cool. question que tu as anticipée. Ah, désolée. Non, mais c'était étonnant, tu sais. Tu peux découvrir à 60 ans, j'en sais rien, que t'as pas la peur du vide parce que tu vas faire du parachute. Et moi, j'ai découvert à 43 que... Toi, t'étais super à l'aise. Hein. Ouais, parce que c'était genre, oui, il y a des gens, mais tu dansais sur la scène. J'étais contente. Puis j'étais trop contente parce qu'on avait prévu une surprise donc pour Ben, pour mon mari, où je savais qu'il allait pleurer à fond et il a pleuré plus que... Ah, il était ému. Oh là là, c'était super. Donc j'étais trop contente. Et non, c'était génial. Et puis il y avait plein de gens que j'aimais dans la salle. Donc je me dis, on partage ce moment tous ensemble. En plus, c'est génial. Ah, j'ai eu un petit cafard le lendemain quand c'était fini. Me dire, mais on aurait dû faire 4 soirs, en fait. Et il m'a dit, c'est ça qu'on ressent quand les tournées s'arrêtent. C'est fini. Le retour à qu'est-ce qu'on bouffe ce soir est difficile. Et quand tu reviens sur ta planche à dessin, comment ça se passe? Moi, je suis vraiment un chat sauvage, donc il n'y a rien que j'aime plus que de me dire. Et maintenant, silence, tout le monde dehors, il n'y a plus personne. J'ai monté mes grosses chaussettes et mon chat, et c'est parti. C'est ma vie de rêve, moi, ça. Donc, c'est bien pour ça que je fais ce métier, c'est que la solitude, mais c'est ce que j'aime le plus. On a peut-être un petit bruit de fond à côté. Il y a une fête à côté. Désolé, chers amis auditeurs, s'il y a un petit bruit de fond, il y a une fête à côté. Pénélope, j'ai encore des milliards de questions. Je sais pas quelle heure on est bon là, non? Ouais, on a encore un peu de temps. Là. Ton métier, j'adore tellement parce que, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, j'avais très très envie d'interviewer une dessinatrice, d'ailleurs plus qu'un dessinateur, mais je ne saurais pas l'expliquer. Et alors, on va revenir à la créativité. Comment ça se passe? Je te demandais ton personnage rêvé, comment tu crées tes histoires. Là, tu nous as raconté, parler de toi, c'est le point central tout le temps depuis le début de ta carrière. Mais tu n'es pas la seule dans le égocentrique, mais égocentrique, oui. Après, tu la déguises la réalité. Il faut. Pas de toi au premier degré, mais tu te sers de ce que tu vis quand même. Ouais. Alors voilà, c'est ma question. Comment donc à partir du moment où le personnage est créé, ensuite, qu'est-ce que tu lui fais vivre? Ça part pas d'un personnage, ça part vraiment d'une histoire. Ah, d'accord. Voilà, c'est que tu te dis... Mais je pense comme tout le monde, j'allais dire tous les gens qui sont créatifs, mais tout le monde, on a des obsessions du moment, des sujets sur lesquels on est un peu en boucle, et on a envie d'en parler à tout le monde, tout le temps. C'est des sujets qu'on décortique lentement dans la tête pendant longtemps, et ça devient... c'est une très bonne façon d'expulser le problème, de finir par faire un livre des choses qui nous obsèdent. D'une histoire qu'on polit un peu comme ça au fur et à mesure dans sa tête, et puis quand elle est prête... Donc ça devient salutaire? Ouais, je pense, quand même. Et puis c'est enthousiasmant, c'est très... De toute façon, il y a une joie hyper enfantine à faire de la bande dessinée, à dessiner. Et, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir de nouveau 4 ans à chaque fois que je suis en train de dessiner. C'est très difficile à expliquer comme sensation. C'est merveilleux, ça. C'est un moment de... C'est pas que je me sens une enfant, mais c'est que
rien n'a changé depuis l'époque où je dessinais quand j'étais enfant, pendant que je suis en train de dessiner. Je fais exactement la même chose. Donc tu as toujours ce même plaisir. Rien n'existe autour. Alors j'ai le même plaisir. C'est un métier. C'est-à-dire qu'il y a des jours où moi je préférerais vraiment lire un bouquin ou regarder une connerie à la télé que travailler. Parce qu'il faut y aller. Mais quand je suis en train de dessiner, quand ça y est, toutes les conditions sont réunies et je suis en train de dessiner, le temps passe très 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 vite. Et il y a une excitation qui est toujours la même pour moi. C'est une feuille blanche, enfin du blanc, et de la couleur à côté. Il se passe quelque chose de chimique, je pense, dans mon cerveau quand je vois ça. Quand j'étais petite, c'était quand j'avais une boîte de feutre neuve où les couleurs étaient rangées dans l'ordre. L'ouverture d'une boîte de feutre neuve me faisait des picotements, vraiment, de me dire tout est possible. Vraiment, il y a un truc c'est l'inverse de l'angoisse de la page blanche, c'est la surexcitation de la page blanche, c'est de se dire bon, ben, la seule limite, ça va être moi. C'est parti. Et il y avait un sentiment de liberté et je pense, de puissance pour un enfant qui est un moment très rare. C'est de me dire, c'est moi qui décide. Si c'est un dragon dans le ciel, c'est moi qui décide que c'est un dragon dans le ciel et il n'y a que mon dessin qui va le faire. Si finalement, c'est autre chose. Et cette puissance, elle est rare dans une vie d'enfant. Donc si on te dit c'est une tomate, tu peux dire non, c'est un dragon. Oui, bien sûr. Et puis aussi se dire, il n'y aura pas de... Mais non, un dragon, ça n'existe pas, c'est compliqué. Tu fais, oui, mais c'est moi qui décide. C'est moi, Dieu. Il y a quand même ça dans la bande dessinée, il y a c'est moi, Dieu. Et encore plus, pas du tout de manière religieuse, je ne crois pas en Dieu, je le précise, mais c'est moi qui décide de tout. C'est moi qui crée tout. Il y a un truc d'ego très fort dans la bande dessinée. D'ailleurs, si tu parles avec des auteurs de BD, tu verras que c'est ça qu'ils aiment. C'est que tu racontes une histoire, mais tu aides tous les acteurs. Tu es le metteur en scène. C'est toi qui décides les décors. C'est toi qui décides de tout. Tu laisses rien à personne. Et cette obsession du contrôle, c'est un truc qui traverse vraiment les dessinateurs de BD. C'est ça qu'on aime. Et plein de fois, c'est arrivé qu'on me dise « Alors, vous n'êtes pas tenté par le cinéma ?» Mais pas du tout. Mais pas du tout, parce que le cinéma, je vais devoir passer la main à plein de gens. Moi, je veux tout faire. C'est mon histoire. Et ça, je le garde, je pense, depuis que j'ai 4 ans. C'est mon histoire, c'est mon cahier et c'est mes feutres. Est-ce que tu as une forme de fétichisme avec tes crayons? Non, parce que c'est là où le truc hyper romantique s'arrête. Dans mon cas, je bosse sur tablette. Ouais, je sais. C'est pour ça que je te dis que mon bureau, on dirait un bureau portable. À quel moment t'es passé sur tablette? Très très vite. C'est vraiment tellement cool. Personne n'y voit que du feu. Tu peux faire un traitement où on dirait vraiment que c'est du crayon. Personne ne le sait sauf moi. Et tu peux bosser dans le train, dans les salles d'attente, partout. C'est quand même génial. Effectivement, si jamais tu es dans un environnement sans électricité pendant 1 mois et demi, par exemple, c'est mort. Ça, c'est vrai. Et puis, j'adore faire du papier crayon. J'adore par ailleurs le faire. Mais pour mes BD, ça fait belle lurette que... Donc, t'as quand même quelques crayons. J'ai des crayons, puis j'ai de l'aquarelle parce que j'adore faire de la couleur. J'en ai plein. Et j'aime bien, alors si quand même, je vais répondre à ta question quand même, j'aime bien les regarder, bien rangés et bien triés. Ça, j'adore parce que je suis même si tu les utilises pas. Très satisfaisant. Ils sont là, c'est rassurant. C'est satisfaisant de regarder des choses classées par couleur. C'est ce qui m'apaise le plus dans la vie. Mes livres sont classés par couleur chez moi. Il y a vraiment un effet satisfaisant pour moi de ranger les choses par couleur. Et oui, avoir mes crayons classés par graisse, tu vois, j'ai mes 3B, mes 2B, et ben c'est beau à regarder, ça me donne un environnement rassurant dans lequel je peux travailler. Donc quand même, il faut qu'autour de moi, le bazar par exemple, m'empêche de travailler. Je travaille chez moi, donc le bazar dans mon salon, parce que mon bureau est dans mon salon, m'empêche de me concentrer. Donc il faut que ce soit rangé, il faut que devant moi, il n'y ait pas de trucs qui y traînent. Astuce, j'ai trouvé, bosser dos au bazar, ça marche. Vraiment, c'est aussi bête que ça. Mais si je vois une casserole dans l'évier pendant que je bosse, je peux pas bosser. Dos face à un mur ou face à la fenêtre? Face à la fenêtre, ça c'est génial. Ma pièce de rêve que je n'ai pas, mais que j'aurai un jour, j'ai bien analysé le brief. J'ai pas besoin d'un très grand espace, j'ai pas besoin... J'ai besoin de pouvoir voir le ciel, juste le voir, même savoir de quelle couleur il est, et qu'il y ait une porte qui ferme. Oui. La chambre à soi, pour c'est génial. Ouais, pas te déranger. Même s'il n'y a personne dans la maison, mais une porte qui ferme. Ah, d'accord. Je sais pas, il y a un truc de... Ok, c'est bon, maintenant, je suis dans mon espace. Dans ta bulle. Ouais, et puis si je peux avoir quand même des trucs à moi autour. Tu vois, là, c'est le truc de gris-gris dont tu parles. Une affiche que je trouve belle. Tu vois, des trucs comme ça. Mes chats, évidemment, ça c'est obligatoire. Donc une porte avec une chatière. Voilà. J'affine mon cahier des charges. Mais une porte qui ferme, ça c'est le luxe. Je ne l'ai pas.
actuellement. Je l'aurai un jour. Bien sûr. Est-ce que ça t'arrive de t'asseoir à une terrasse de café avec ta tablette ou un papier crayon et de dessiner? Ben non, bien sûr que non. Ah non, je fais pas non plus de carnet de voyage en voyage. Non, ça c'est... Je n'ai plus la force. Je l'ai fait très jeune, bien sûr, beaucoup, et je le fais plus. J'avoue que maintenant, à la fin de ma journée de travail dessin, c'est très rare que je dise... Juste de laisser divaguer le crayon sur le papier, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est marrant, en fait, si, en te disant ça, il y a un truc très bizarre. Quand je suis en vacances depuis longtemps, et que ça y est, mon cerveau a vraiment, vraiment, vraiment déconnecté, j'ai super envie de dessiner tout d'un coup. Et de dessiner les plantes, un truc qui n'est pas le travail. Ce qui t'entoure. Ouais, je me dis, ah, mais en fait, c'est génial, j'avais oublié, mais c'est trop cool de dessiner pour rien. De pas dessiner pour se dire, pas mal ce croquis, je le garde, ça pourra faire l'objet d'un livre, mais te dire, non, putain, dessiner pour dessiner, quoi. Comme une photographie? Oui. C'est-à-dire? Comme juste, t'as ton appareil photo et puis tu prends une photographie de là où tu es, Ouais, c'est plutôt sans bouger, juste pratique. ce qui est en face de toi. Oui, mais me rappeler, ah, j'aime bien dessiner, en fait, c'est ça, j'aime pas que faire des livres, j'aime dessiner. Et pour ça, il faut que je sois en vacances depuis vraiment longtemps, qu'il y ait aucune obligation, aucun enjeu, que je me dise pas, t'es sûr que t'as pas mieux à faire, tu pourrais pas faire une page parce que ton bouquin est en retard. Et c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Tu fais la différence entre dessiner et faire un livre. Ouais. En fait, ouais. Disons que j'essaie de trouver une métaphore. J'adore faire la cuisine, mais parfois je dois faire un dîner pour 12 personnes, tu vois. Pendant que je fais le dîner pour 12 personnes, je fais quand même la cuisine. Mais on n'est pas là pour rigoler. Il faut qu'à la fin ce soit bon quand même. Si c'est dégueulasse, ça marche pas. Si je dis, ah, mais je sais pas, j'aime bien essayer des épices, des trucs, et c'est ça ma joie à la base, bah parfois il faut qu'il y ait des moments où je la retrouve quand même, cette joie, dénuée d'enjeux. Et dans le dessin, c'est pas facile parce que, bah oui, tu passes 2 ans à faire un livre. C'est sûr que des moments en plus pour dessiner pour le fun, il faut quand même les créer, quoi. Mais j'essaie de me rappeler parfois que c'est ça que j'aime à la base, c'est dessiner pour rien. Donc il faut de temps en temps dessiner pour rien. Retrouver ouais, Et c'est ce génial. plaisir. Et du coup, on me perd et je passe le reste des vacances à dessiner toute seule avec mes crayons de couleur et il n'y a plus personne. Et en fait, je me dis, ah, j'adore dessiner, j'avais oublié. Et après, je rentre à la maison et je me dis, mon livre, allez, et on y retourne. 2 ans pour créer une BD, Parfois moins, mais c'est qu'en ce moment, je suis vraiment une feignasse. parfois moins. Quel est le process? Alors, je te réponds que pour moi. Oui, Que, bien sûr, pour toi. Quelqu'un d'autre te dira autre chose. Mon process à moi, c'est que j'attends d'être sûre que l'idée est bonne dans ma tête. Je la laisse mûrir parfois des années jusqu'à ce que je me dise non, c'est vraiment bien. Donc c'est déjà un travail de réflexion. De réflexion, de laisser vivre l'idée. Si elle meurt toute seule, c'est que c'était nul. Voilà. Si au bout d'un an, quand j'y pense, je me dis bon, en fait, c'est vraiment nul. Bon, mais c'est que c'était nul. J'ai raison. Ce projet n'était pas viable. Il est mort tout seul. Donc là, par exemple, en ce moment, t'en as plein en tête. J'en ai plein. Mais en fait, non, j'en ai plus que 2. Tu vois, j'ai laissé. Ah. J'ai laissé. Et en fait, il y en a plein où je me suis dit non, nul, chiant. Et en fait, il en reste 2 où je me dis. T'arrives à faire plus de tri maintenant, plus facilement? Bah, le temps long fait qu'il y en a plein qui sont mortes entre-temps. Ouais. Hein, voilà. Il m'en reste 2 où je me dis ça, j'ai vraiment hâte. Et quand l'idée est prête, je me dis, ok, je crois que vraiment j'ai une idée qui me plaît. Alors, je commence à un tout petit peu crayonner 2-3 trucs, peut-être la tête d'un perso, un truc. Ça, c'est pas... Le vrai crash test, pour savoir si ça va marcher, c'est qu'il faut que je m'y mette et que je commence à faire un storyboard. Si au bout de 10 pages, j'en ai marre, c'est très mauvais signe parce que ça veut dire que je vais jamais tenir 2 ans. Donc il faut arrêter tout de suite. Faut pas du tout aller dans cette piste-là. Tant pis, mauvaise idée, c'est pas grave, on se quitte bon copain, tant pis. Voilà. Si au bout de 10 pages, je suis totalement à fond, je me réveille la nuit pour noter un truc, j'ai envie d'en parler à tout le monde, je suis complètement survoltée, on est pas mal. Tu vois ? Et je fais mon crayonné, je le fais d'une traite. Vraiment d'une traite, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, je vomis ça. Vraiment, ça sort tout seul. Quand c'est une bonne idée, c'est facile. Ça sort, c'est super. Et quand c'est fini, ça me rassure parce que je me dis, attention, je suis tarée, je me dis, cool, je l'ai mis par écrit, si je meurs demain, cette histoire existe déjà. Voilà. Non, Parce que je suis folle. Voilà. c'est plein de sens. Voilà, je me dis, c'est bon, j'ai plus besoin de m'en souvenir, elle est quelque part, elle existe, elle est sortie de moi. Et ce storyboard, il ressemble à quoi? Il est très moche, c'est des bonhommes bâtons, des flèches, des trucs incompréhensibles, il n'y a que moi qui peux le lire. D'accord. C'est vraiment des hiéroglyphes. Mais moi, je sais, quand je le re-regarde, toi, tu vois un truc avec une flèche, et moi, je fais... Ah oui, elle se tourne pour répondre à sa mère. Moi, j'ai compris, donc c'est bon. C'est en dehors de mon cerveau, je l'ai sorti, c'est bon. Et ça, c'est quelque chose que tu as appris à faire? Ou non, c'est venu comme ça? C'est ma patouille. C'est ta patouille. Cette patouille, je la montre à mon éditeur, qui est l'autre seule personne capable de lire ma patouille. Et lui, il arrive très bien à lire. Il fait, tu feras attention quand elle se retourne pour parler à sa mère. Et je fais, ouah, t'as compris cette histoire, c'est génial. Donc c'est pour ça que c'est ma team. Je lui fais lire ça.
il me fait ses retours sur ce truc-là, puisqu'à cette étape-là, c'est encore très facile de faire des modifications, parce que rien n'est figé. Il me dit, tu feras gaffe, je suis pas sûre qu'on comprenne, tu ferais mieux d'inverser ces 2 cases, tu vois. Il fait des tout petits ajustements comme ça. Et quand c'est bon et qu'on se dit top là, je commence à dessiner pour de vrai. Et c'est là que ça prend 2 ans. D'accord. Voilà. Ah oui, les 2 ans commencent là. Ouais, en fait, ouais. Le début, c'est... Validation du storyboard. Au début, c'est, ah là là, je suis formidable, je dors plus, c'est l'amour fou, c'est la lune de miel, quoi. Et après, on attaque le dur, on attaque le... Qui c'est qui va racheter du PQ? C'est quand même vraiment ça, quoi. C'est comme ça que je le vois. Et on se dit, bah oui, mais c'est pas grave, c'est là où on va voir si c'est du solide, tu vois. Et donc, je reprends mon petit storyboard et chaque jour, je dessine au propre, mais pas d'autre façon de le dire, et en lisible pour d'autres gens, mon histoire, page après page. Et c'est très, 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 très routinier. Il se passe rien d'intéressant pendant ces 2 ans. Mais j'aime cette routine plus que tout. Mais c'est vraiment une routine. Tu changes pas de cap? Pas du tout, je change pas d'ordre. Vraiment, je suis mes pages, je fais. Et aujourd'hui... Tu dis pas, tiens, je rajouterais bien un personnage là ou... Alors, hyper intéressante ta question. Non seulement je le fais pas, mais il ne faut surtout pas le faire. Parce qu'en fait, le moment où j'étais dans la bonne énergie, c'est au début. Il faut faire confiance à ce que j'ai pris comme décision à l'époque, parce que j'étais survoltée, et c'était le bon moment. Après, 1 an et demi après... Trust the process, comme... Ah ouais, et trust l'impulsion du début, t'avais raison. Même si en relisant, tu dis, bon, c'est con, elle pourrait dire plutôt tel truc. A priori, j'avais raison à l'époque, parce qu'à l'époque, j'étais dans l'ensemble de tout un truc, et j'étais là, je suis le nez sur une page, j'ai perdu le truc, il faut plus rien changer, je change rien. Et surtout pour le dessin, il faut se faire confiance, parce que en 2 ans, c'est un peu technique ce que je veux dire, mais en 2 ans, mon niveau de dessin évolue, parce que je dessine de mieux en mieux, comme n'importe quel métier de geste, heureusement, c'est de mieux en mieux. Quand je regarde mes pages du début, je me dis... Pas ouf, quand même. Pas ouf, cette expression de visage. Pas ouf, cette perspective un petit peu foirée. Si je commence à la refaire, je ne m'arrêterai jamais et je finirai jamais mon livre. Donc, il faut se dire, eh oui, ça sera pas ma chapelle Sixtine. Mes premières pages, elles sont... Mais en 2 ans, ça évolue si vite? Ouais, franchement, ouais. Oui, parce que il y a en 2 ans, ça évolue si vite. Et imagine que tu dessines le même personnage tous les jours pendant 2 ans. Au début... T'es un peu dans la description, c'est-à-dire tu le dessines en disant « Ah oui, on avait dit que son nez était comme ça, ses yeux étaient comme ça, etc. » Quand t'as passé 2 ans de ta vie à le dessiner, à la fin, c'est toi. Tu le dessines tellement bien. Tu sais parfaitement le faire. Tu sais comment il est quand il est un peu interloqué, mais en même temps, vu de 3/4 bas, tu sais tout faire. Donc tu le dessines super bien à la fin. Et quand tu regardes tes pages du début, tu dis « C'est scolaire. » Ma petite astuce, j'offre au dessinateur, c'est que je ne commence pas par la page 1. Je commence par une page qui est située entre 30 et 50. Et à la toute fin, je fais le début. Et là, tu livres un secret. Et comme ça, mon début, il est sublime. Parce que je l'ai fait à la fin. Waouh. Parce que sinon, une page 1, c'est très ingrat. Maline la Penela. Ah bah oui, Maline la Penela, bien sûr. Ah oui, ça c'est mon petit secret de fabrication. C'est, il y a une petite... Il y en a d'autres, j'imagine, non? Il y a une transition dans mes livres, dans les premières pages, si t'es attentif. C'est qu'il y a un moment où tu dis « Ah, moi j'aimerais bien dessiner à partir de là. » Parce que c'est mes vraies premières pages. Voilà. Voilà, c'est cadeau. Petit workshop, petite masterclass. T'avais remarqué ça, Sarah? Non, il faut... Moi non plus. Personne ne le remarque, c'est fait habilement, mais... Ah oui. Alors, en tant que lecteur de BD, il y a un truc que je trouve super frustrant. C'est d'attendre le tome suivant. Ah ouais. Comment gère... On n'est pas des machines, monsieur. Comment le gère le dessinateur, cette chose-là? Et puis des fois, il n'y en a pas du tout. Des fois, la série s'arrête. Ouais. Et moi, en tant que lectrice, combien de fois j'ai hurlé à la lune de désespoir qu'une série s'arrête? Mais c'est comme ça. Écoute, moi, je trouve que quand on a une série, j'ai eu l'expérience qu'une fois. J'ai fait qu'une série, c'était Joséphine. Il y a un confort à être dans ta série qui est que tu ne te poses plus de questions sur les réactions de tes personnages. C'est facile. C'est devenu des vrais gens que tu connais, donc tout est simple. C'est très confortable. Tu sais que les gens l'aiment. T'as un truc très ronronnant à faire une série. Et puis à un moment où tu te dis je crois que j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie d'autre chose et je voudrais m'arrêter avant de détester mon personnage. Voilà, je voudrais arrêter avant de me dire je vais au turbin. Parce que comme je te disais au début, je pense que s'il y a plus d'envie de le faire, c'est mauvais. Et donc moi par exemple Joséphine, fin de tome 3, je me suis dit je pense que le tome 4 serait le tome de trop. Je me dirais alors, qu'est-ce qui lui arrive encore cette semaine? Oh, elle va au ski, tu vois. Et je me serais dit, oh là, ça va être nul. Donc, Et là, tu as décidé, avant de finir le tome 3, que c'était la fin. Alors, je me suis dit, c'est le début de la très longue pause.
Parce que peut-être qu'à 80 ans, je me dirais, je vais ressortir ma vieille Joséphine et tout ça. Je l'ai pas tuée, tu vois. J'ai pas fait une fin de mort. Non, oui. Mais je me suis dit, là, je veux plus en entendre parler. Ok. J'ai trop envie de faire autre chose. Donc, tu n'as pas laissé le lecteur dans l'attente. Non, j'ai pas dit D'accord. stay tuned, pas du tout. Ouais. J'ai rien dit d'ailleurs, parce que je peux T'as rien rien te dit. dire, mais voilà, on a compris. Il y a une forme de clôture qui peut, voilà. Mais par exemple, tu vois, c'est BD que j'ai fait culotter, qui est sorti en 2 tomes. Dans ma tête, c'était un truc qu'il y avait 2 depuis le début, parce qu'il y a 30 portraits divisés en 2 livres, et voilà. Et ça a été pris par certaines personnes à tort comme un début de série. Et donc, j'ai très souvent la question, à quand un tome 3 de culotté, par exemple? Ce à quoi je réponds toujours, jamais. Parce que vraiment, c'était pas du tout une série. Et ça serait... Je détesterais être obligée d'en faire un 3e, vraiment. Ça me saoulerait très fort. Peut-être qu'un jour, j'aurais vraiment besoin d'argent. Je réexaminerai la question. Ah, ah. Mais j'ai pas envie, en tout cas. Est-ce que le storyboard, là, pour Joséphine, t'en as fait un pour chaque tome, hein, ou t'avais un storyboard déjà prévu pour les 3? Non, parce que tu sais, comme c'était hebdomadaire, j'avais une écriture Ah oui. un peu en 2 axes, qui étaient des histoires par semaine Oui, oui, oui. et un grand axe qui fait un an. Donc je me disais, en gros, dans l'année, il va se passer à peu près ça, et à la fin, on atterrit sur nos pieds à ça. Ce sera ça à la fin. C'est comme ça que je fais une page de BD aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans la page, mais je sais ce que je veux qu'il se passe à la dernière case, avant de tourner, en gros. Et je pense par scène aussi, comme ça. Je me dis, OK, j'ai une scène à caler. On va dire qu'elles sont en train de faire la cuisine en même temps qu'elles sont là, toutes les deux. Pendant la scène, il faut que j'ai calé les infos suivantes. Il faut qu'elles se soient dit ça, ça, ça. Et en parallèle, il faut qu'on ait compris d'elle qu'elle est plutôt du genre timide. Nanana. J'ai des infos à caler dans mes scènes, je les case. Est-ce que cette scène fera 3 pages? Est-ce qu'elle en fera 40? J'en sais rien. Mais il faut que j'arrive à caler tout ça dans ma scène et que ma scène se termine sur ça. C'est ma seule structure. Et quand je réfléchis à un storyboard, c'est un peu pareil. Je me dis, au début, ils sont là, à la fin, ils seront là-bas. Et entre les deux, on verra. J'ai 2 questions, mais j'ai peur d'oublier une des 2. Quelle est ta partie préférée, le storyboard ou les 2 ans ensuite? Voilà, j'adore les deux. J'adore les deux pour des raisons différentes. C'est pas la même énergie, c'est pas la même personne que je suis pendant que je le fais. J'aime le confort, sans se poser de questions, de faire une page après l'autre pendant une longue période. C'est un confort incroyable de pas du tout se questionner, de pas se dire est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, où est-ce que je vais, est-ce que finalement, de te dire chut, 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 fais tes pages et te pose aucune question et écoute des podcasts pendant ce temps. Quel bonheur. Tu écoutes des podcasts en dessinant? Ah ouais, ah bah oui, sinon c'est très chiant. Autant apprendre des trucs en même temps. Hein, parce que... D'accord. Mais pendant la partie accouchement du truc au début, quel moment extraordinaire. Tu sais, parce que quand tu dessines des choses qui se passent, tu les vis en les dessinant. Tu es obligé, pour être juste dans ton dessin, de vivre ce que tu es en train de dessiner. Donc tu te mets dans des états pas possibles pour vivre le truc de terreur, de colère, de peur, de machin, de toutes les émotions. Il faut que tu vives physiquement ce que tu dessines. Donc tu fais la tête et tout. Enfin, donc t'es épuisé le soir. Ça dure pas longtemps cette période, mais c'est magique. C'est vraiment magique et j'adore. Et c'est un moment où pendant ce temps je vois personne. Je suis une espèce d'animal sale, horrible. Je me nourris de Twix, enfin tu vois. Mais c'est pas longtemps et extraordinaire. Et personne ne peut comprendre ça. Personne ne peut comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et tous les gens que je connais qui écrivent, on est accro à ça. À ce moment-là qui... Et puis après, switch à mon autre personnalité. Mes chaussons, ma théière. Et alors là, j'adore aussi. J'aime les deux et c'est pour ça que j'aimerais pas qu'on me prive d'une des deux. Et Chaninouillette. Et Chaninouille et mon poupou, bien sûr, mon raspatoun. Mes enfants, mon fils, ma bataille. Et j'aimerais pas qu'on me prive d'un des deux et c'est pour ça que j'ai jamais eu envie, pas beaucoup en tout cas, de par exemple faire que le dessin d'une BD et pas écrire l'histoire, ça me ferait chier. Et puis alors, ne pas la dessiner, n'en parlons même pas, ça c'est horrible. Combien de temps t'arrives à dessiner par jour? D'affilée, je veux dire, tu vois. Ah si, il faut, parce que j'ai pas le choix, parce que c'est la merde, vraiment beaucoup. Ouais. Beaucoup. S'il faut, je fais pas de pause et à la fin, j'ai envie de pleurer, j'ai mal à la tête, mais je peux bosser, je sais pas, je dis un chiffre au pif, mais je peux bosser 12 heures, quoi. D'accord. Après, ce qui est le bon équilibre pour moi, en vrai, alors ça va paraître, on va se dire, bah ça va, elle est cool sa vie, mais en vrai, au bout de 4 heures de dessin, je trouve que je suis moins bonne, quoi. Ça commence à se sentir... ça dépend pourquoi. Si c'est pour torcher, il faut finir mes décors. Bon, j'ai pas besoin d'être très très inspirée. Si c'est pour dessiner
tu vois, de la justesse des personnages et tout. Au bout de 4 heures, ça se sent que ça, Je trouve que c'est beaucoup. ça tire déjà. la longueur. Ouais. Ouais. Et c'est pas grave, on se dit à demain, tu vois. Mais de toute façon, ma planche ne va pas bouger jusqu'à demain. Mais réussir à être bonne, vraiment bonne, 10 heures par jour, je suis impressionnée, quoi. Alors, est-ce que tu as une relation avec tes personnages? Bien sûr. Est-ce que, par exemple, tu dis à ton mari, chérie, là, j'ai pas le temps, j'ai rendez-vous avec Joséphine? Ouais, bien sûr, je le dis pas comme ça, mais il sait que... Bon, de toute façon, ça, c'est un peu le deal de vivre avec des artistes. Je le dis de manière très générale, c'est qu'ils sont pas tout seuls dans leur tête, quoi. Hein. On sait que bon, y a des choses qui passent. C'est même pas la peine d'essayer de comprendre. Et puis c'est du travail, mais c'est pas du travail. Donc il y a aussi un peu cette ambivalence-là, c'est que de la même manière que quand il me dit ouais, mais enfin là tu fais chier, on avait dit que ce soir on faisait un truc ensemble. Et ben je comprends que c'est vrai, je fais chier parce que je pourrais arrêter de bosser, mais qu'il y a des moments où il le sait, je suis lancée en fait, et que c'est pas ça sert à rien de me dire t'as bientôt fini, et se mettre au-dessus de mon épaule et dire t'as bientôt fini, c'est que c'est pas la peine. Mais ma chance, c'est qu'il est pareil, c'est que lui aussi, il est dans une grotte mentale pendant ce temps où il entend rien en plus, parce que lui en plus, il a un casque, donc vraiment, on peut tout à fait coexister dans le même espace. Enfin non, d'ailleurs, j'aime pas qu'il soit dans la pièce quand je bosse, je le mets dehors, mais quand on peut être dans le même lieu de vie, et oui, et Dans le puis, même espace dans le mental. même espace mental. Et vraiment, c'est une relation d'amour tellement fort qu'on a avec ces personnages. On est tellement triste quand le livre s'arrête. Vraiment, le blues post j'ai fini, je pense que c'est ridicule de l'extérieur, mais c'est une réalité. J'ai des copines romancières, par exemple, et je comprends leur chagrin de ça y est, j'ai fini mon livre. Je dis au revoir à des gens, c'est fini. C'est terminé, on se verra plus. Et moi, en plus, il y a le truc un peu, tu sais, comme dans les tournages de films, tu sais, on applaudit les gens quand c'est leur dernière scène. Moi, quand je sais que je dessine un personnage pour la dernière fois, parce que je sais qu'on va plus le voir, après, c'est fini. Là, t'es très seul. Et je me dis, mais c'est fini, c'est fini, au revoir. Ouais. Et il y a un truc vraiment qui Il me... se passe rien. Ouais, de se dire, je t'ai dessiné pendant 1 an, tous les jours, et c'est fini. Je te dessinerai plus jamais, et ça me peine toujours. Je pense que c'est plus fort dans le dessin encore que dans l'écriture. Je serais tentée de dire ça aussi, mais en fait, j'en sais rien. J'ai pas écrit de roman. J'ai l'impression que il y a un truc, de toute façon, très. C'est pas un truc de parents, hein, tu vois, c'est pas ça. Mais on a été comme des colocs qui avons vécu ensemble un truc. Une histoire, une aventure. Et c'est devenu une vraie personne. Mmh. Et donc, lui dire au revoir, c'est un au revoir. Voilà. Oui, et puis une vraie personne à qui tu as donné vie. Ouais. Et tu lui dis au revoir. Et tu lui dis au revoir et tu lui dis, et maintenant j'espère que les autres gens vont te trouver super. Parce que moi je t'ai faite, je te trouve super. Et donc c'est pour ça, on en revient à ça. Mais quand en dédicace, des gens te disent, j'ai adoré, elle m'a tellement bouleversée, elle, tu fais, c'est vrai, vous l'aimez bien, parce que c'est toi en fait que tu as un peu donné aux gens. Donc c'est cool de se dire, j'ai visé juste. J'ai réussi à la rendre, elle a réussi à créer les émotions chez des gens que je voulais qu'elle crée. Donc high five, on a bien travaillé ensemble, quoi. C'est un rapport très. Très fort, en fait, ouais, les personnages. Alors, chers amis auditeurs, on arrive en fin de conversation avec Pénélope. On va devoir aussi se dire au revoir. Oui, ça va être pareil, ça va faire un Ouais, on va être super triste. Pourrais-tu nous donner quelques recos de trucs à lire, à écouter, à aller voir Carrément. Alors, à aller voir, ça dépend un peu de la temporalité de ce que tu... Ce que tu veux. Ok. À aller voir. Waouh. À aller voir... Moi, j'ai noté des dates en octobre, début octobre. Ah oui, elle Mais il paraît que c'est complet. C'est complet, ouais. Puis je vais arrêter de faire parler que de mon mec, parce que... Mais oui, là, c'est moi qui t'ai posé la question. Il fait des Olympias là, en octobre. Mais j'ai bien rigolé quand t'as mis complet sur les feuilles que tu jetais. Ah oui. Tu vois? Oui. C'est vrai, il fait ça, mais restez à l'écoute, car il n'est pas du tout impossible qu'il annonce d'autres dates en 2026. Ouais. Quel art du teasing. Non, je sais pas, qu'est-ce que j'écoute comme podcast que je trouve super. Alors, moi, j'écoute vraiment des classiques de classiques, mais il y a de quoi puiser toute la vie. La Sainte Trinité, hein, j'écoute Les Pieds sur Terre. Ouais, franchement, écouter des Pieds sur Terre, ça rend moins bête. Moi, je pense que ça reste toujours la meilleure façon d'entendre des gens raconter des réalités qu'on ne connaît pas et qui nous ouvrent l'esprit. Donc voilà, c'était un petit tribute à Sonia Kronlund. Il n'y a pas que la fiction dans la vie. Ouais, et puis le réel avec d'autres points de vue que le sien.
pense que vraiment, on a cette chance de vivre à une époque, on vit dans une société, on vit à une époque où on peut avoir accès à plein d'autres réalités que la nôtre. Et je pense que vraiment, cette ouverture que nous offre le podcast, c'est quand même génial, parce que c'est pas le même niveau d'engagement que de regarder un documentaire. Et puis d'ailleurs, c'est pas pareil, il n'y a pas toujours un point de vue, mais écouter des gens parler de plein de choses, de plein d'histoires, c'est vraiment super. Et dans un axe plus politique, et en ce moment, je pense que, en tout cas, moi, j'ai énormément besoin d'entendre des choses avec un vrai point de vue politique très, très clair. Je recommande vraiment Programme B, qui est vraiment un extraordinaire podcast. C'est pas de la politique, c'est pareil, c'est de la société, des témoignages, mais avec je sais pas comment dire, parce que c'est pas un alignement politique, mais Un angle. ouais, au moins on sait ce qu'on veut plus voir, on sait ce qu'on dénonce. Et moi, en ce moment, j'ai besoin de me rassembler avec des gens comme ça, parce que je trouve que c'est une époque vraiment terrifiante, et que c'est cool de se dire, je ne suis pas seule. Ça fait plaisir de voir des gens et dans les initiatives qu'on peut avoir, et dans les choses, bien connaître les choses qu'on dénonce, et qui nous font peur. C'est un podcast, par exemple, qui revient très très souvent sur l'aspect multifacette et les mutations de l'extrême droite. Je trouve que c'est très important de bien comprendre ça. Et c'est toujours fait avec beaucoup d'intelligence et des intervenants vraiment au poil. Donc voilà, Programme B. Binge audio. Binge audio. Un livre? Un livre. Je ne vais pas recommencer avec Robin Hobb. Je saoule tout le monde avec Robin Hobb. Donc, autre chose. Qu'est-ce que j'ai lu de super récemment? C'est mon coming out de je ne lis que des livres avec des dragons. Non, j'ai forcément lu les choses qui se passent dans la vraie vie récemment aussi. Oui, alors, rien à voir, mais il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Aurélien Bélanger. Et régulièrement, je lis des livres d'Aurélien Bélanger et à chaque fois, je me dis, j'adore ce mec. Et récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle La théorie de l'information, qui n'est pas son plus récent, mais à chaque fois, il raconte une histoire, une partie de l'histoire, on va dire, de souvent la France et souvent des années récentes, sur une longue période. J'avais lu comme ça, comment il s'appelait? J'oublie toujours les titres. Horrible, on dirait que je suis la pyramide à faire deviner les trucs. Où il racontait les débuts de Sarkozy. D'abord ministre de l'Intérieur et puis volonté présidentielle, etc. Et comment ça s'est organisé et comment il a vraiment inventé, on peut le dire, il a inventé l'islamophobie comme moyen d'accéder au pouvoir. Et c'est documenté, drôle, c'est une fiction, donc en plus c'est haletant, etc. Et là, celui que j'ai lu, La théorie de l'information, c'est comment on est passé de rien en termes de communication à le Minitel, l'aventure française du Minitel rose, etc., etc. Et puis de Internet. Et c'est fait de manière... c'est une fiction, c'est passionnant, et c'est drôle, et c'est super. Et j'adore le travail d'Aurélien Bélanger. C'est l'occasion de lui dire. Eh bien, bravo. Bravo, j'espère qu'il va nous écouter. Et puis, on peut quand même citer Robin Hobb, bien sûr. On peut toujours citer Robin Hobb. Allez, voilà, lisez Robin Hobb, L'Assassin Royal, la première trilogie de Robin Hobb, et ensuite Les Aventuriers de la Mer, et ainsi de suite. Des complots, de cours, des intrigues, de la politique, des personnages formidables, de la navigation à gogo, des pirates, des dragons. Que demander de plus? 16 tomes. Oh là là, en plus, 16 tomes. La vie devant soi pour la lire, elle est formidable. Un week-end, quoi. Un bon gros week-end, ouais. Un bon gros week-end. Merci beaucoup, Pénélope. Merci à toi. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Tokyo Radio.